Bonjour, je suis Jean-François Humbert, je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut de l'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, qui est localisé à l'université de Jussieu. Et vous voyez que le titre que j'ai mis à ma présentation, c'est changer le pansement ou penser le changement. Ça, c'est une phrase d'un grand philosophe du siècle dernier que les plus vieux connaissent, qui s'appelle Francis Blanche, qui était un grand humoriste mais profond. Et je pense que ça résume à peu près ce que je vais dire au cours de ce topo sur la gestion des proliférations de cyanobactéries. Et puis pour commencer de parler de cette gestion des proliférations de cyanobactéries, je vais déjà vous parler de l'obésité. Alors vous allez me dire, il a complètement perdu la tête, ça part dans tous les sens, mais vous allez voir que le lien, il va se faire très rapidement. Donc on sait tous que si on a une alimentation équilibrée, diversifiée et limitée, eh bien on va avoir un corps qui va pas accumuler des tissus adipeux et on pourra faire des activités comme la danse classique ou du saut en hauteur si on a des envies de sport. Et puis par contre, on sait tous aussi que si on privilégie les graisses et les sucres dans son régime alimentaire, eh bien, on va accumuler de la biomasse, parce que finalement, c'est ça, le phénomène de l'obésité, c'est de l'accumulation de biomasse. Alors, Bottero, lui, estime qu'on peut faire encore de la danse classique, mais on voit quand même peu de danseuses classiques qui soient aussi rondes que ça. Mais par contre, si vous voulez faire du lancer de poids, vaut mieux avoir beaucoup de biomasse qu'être maigre, parce que le sauteur en hauteur lancera pas bien loin le poids, au même titre que le lanceur de poids aura du mal à sauter en hauteur. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Les humains restent les humains. Les activités sont pas forcément les mêmes, mais ça ne change pas la valeur de chacun. Et puis, si on veut résumer ça, l'obésité, finalement, elle est subie par beaucoup de gens, par certains, mais elle peut être acceptée. Il y a des gens qui vivent très bien avec leur surpoids ou leur obésité, et puis elle peut même être choisie. Si vous voulez être lutteur sumo, vous allez manger beaucoup pour être obèse. Et puis, on sait aussi qu'il y a des conséquences avec l'obésité qui sont souvent négatives, mais quelquefois qui peuvent être positives. Il y a des travaux qui ont montré, par exemple récemment, que les gens en surpoids, paradoxalement, mourraient moins de maladies cardiaques que les gens en poids normal. Ouais. Enfin, dans certaines conditions. Donc, on peut avoir ce genre de truc. Et puis surtout, ce qui est important quand on s'intéresse à l'obésité, c'est de regarder comment on peut la contrôler. Et ce que l'on sait bien, c'est que si on veut réduire durablement son poids, eh bien, il faut contrôler de façon volontaire. Alors, c'est pas toujours évident, mais essayer de réduire son alimentation ou assister. Il existe des techniques, même chirurgicales, pour réduire l'alimentation. Je vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, tout ça repose sur un contrôle des entrants dans le système humain. Ok ? Et puis, ce qu'on sait aussi, et malheureusement, beaucoup de gens l'ont subi, c'est qu'il existe un marché extrêmement lucratif pour des solutions miracles qui permettent de perdre rapidement du poids. Et ça, il y en a des dizaines. Et ce que l'on sait, c'est que c'est rarement efficace sur le long terme. Vous pouvez perdre du poids rapidement, mais il a été démontré que vous en regagnez rapidement, et en général, vous en regagnez plus que ce que vous avez perdu. Donc les effets sont pervers. Et puis, elles sont dangereuses pour la santé. On a vu il n'y a pas longtemps le scandale du médicament qui a été utilisé pour perdre du poids et qui détruisait les valves cardiaques des patients. Et c'est la réalité des choses. Alors, une fois que j'ai dit ça sur l'obésité, je peux parler de l'eutrophisation, parce que finalement, les cyanobactéries, c'est un problème d'eutrophisation. C'est un avatar de l'eutrophisation. Alors, l'eutrophisation, on sait très bien que si dans un lac, vous avez une quantité limitée de nutriments diversifiés, eh bien, vous aurez un lac qui est oligotrophe. Et là, j'ai mis la photo du lac d'Annecy, où les concentrations en chlorophylle ne dépassent jamais 9 microgrammes par litre. Et puis, ce que l'on sait aussi, c'est que si vous rajoutez des tonnes de phosphore et d'azote, l'équivalent du hamburger et du coca, eh bien, vous allez enrichir votre lac en nutriments, qui va faire beaucoup de biomasse. Et en général, la biomasse qui est fabriquée, elle est surtout fabriquée par les cyanobactéries. Alors pareil, si je refais le parallèle avec l'obésité, l'eutrophisation, elle est subie par certains écosystèmes. Il y a des écosystèmes où on voudrait l'éviter. Elle est acceptée dans d'autres. Il y a des écosystèmes qui s'eutrophisent, mais on fait avec.
Et puis elle peut même être choisie, si vous allez dans la Dombe ou si vous allez dans les étangs du Forez, les propriétaires d'étangs amendent leurs écosystèmes avec du phosphore pour qu'ils soient productifs, pour produire plus de poissons, parce que on sait bien qu'une carpe ou une brème, ça pousse pas dans un milieu oligotrophe. Il faut qu'il y ait beaucoup à manger. Et puis donc cette eutrophisation, comme l'obésité, elle a des conséquences qui peuvent être souvent négatives sur le fonctionnement et les usages des systèmes, mais quelquefois elles peuvent être positives, ne serait-ce parce que vous créez beaucoup de biomasse et vous pouvez supporter des peuplements de poissons en quantité importante. Alors dans les solutions, je l'ai mis en rouge, le seul moyen de combattre l'eutrophisation durablement, ça repose sur le contrôle des entrées de nutriments. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, le seul moyen durable, c'est ça. Et puis, comme pour l'obésité, il existe un marché très lucratif pour des solutions miracles, et on en a eu pas mal d'exemples dans l'exposé précédent, qui permettent de lutter rapidement contre les cyanobactéries, mais qui, comme les coupe-fins ou ce genre de trucs, sont peu efficaces sur le long terme, et même souvent sur le court terme, parce que on a des exemples, je vous en montrerai un après, et puis qui peuvent être potentiellement dangereuses pour les écosystèmes, parce qu'en général, on ne fait pas une évaluation complète des perturbations que ces produits induisent dans les écosystèmes, et on s'aperçoit quelques années après des erreurs qu'on a faites en utilisant ce genre de solution. Alors si je prends un exemple, on travaille beaucoup sur les plans d'eau de la région parisienne, parce que c'est pas loin de chez nous. Travaille ailleurs, mais aussi sur les plans d'eau de la région parisienne. Et je vais vous parler d'une base de loisirs qui est située à Champs-sur-Marne, qui est un endroit tout à fait charmant parce qu'on a l'impression d'être à la campagne, hein, alors qu'on est en périurbain serré. Et donc c'est une base de loisirs qui sert beaucoup pour les enfants de la Seine-Saint-Denis, donc même si elle est en Val-de-Marne, elle appartient au département 93. Et puis c'est aussi une zone naturelle de reproduction pour les oiseaux. Vous avez des oies bernaches, toute une avifaune extrêmement diversifiée et extrêmement nombreuse sur cette base de loisirs. Alors le problème qu'il y a avec cette base, c'est que elle connaît des proliférations récurrentes de cyanobactéries en été, et notamment avec des conséquences sur les usages baignades et dans une moindre mesure sur les usages nautiques, mais il peut y avoir aussi des interdictions de nautisme. Alors, c'est une base de loisirs qui est le parfait exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de l'utilisation successive de toutes les mauvaises solutions qui sont passées ces dernières années sur ce type de problème. Donc ils ont utilisé des algicides, du sulfate de cuivre à une certaine époque, et puis quand ça a été interdit, ils sont passés à l'aération, ils ont mis 2 aérateurs qui leur a coûté très cher, et puis ils ont mis des filets de protection pour essayer de protéger les zones de baignade. Et puis comme ça marchait pas, ils se sont dit tiens, la paille d'orge, ça a l'air d'être super, donc ils ont mis de la paille d'orge un peu partout. Et puis ça marchait toujours pas. Et finalement, ils ont dit tiens, on va isoler la baignade, on va faire un mur, puis comme ça, les cyanos viendront pas. Alors ça marche. Sauf que la baignade est interdite parce que comme il n'y a plus de renouvellement d'eau, les coliformes s'accumulent et donc elle est interdite pour les coliformes mais plus pour les cyanobactéries. Donc tout ça, c'est un budget monstrueux. Et puis, sans amélioration notable, puisqu'il continue chaque année à y avoir des proliférations et chaque année des interdictions de baignade. Alors, si on essaye de réfléchir aux origines de ce problème et du problème en général, on va reprendre des choses qui ont été dites ce matin, à savoir que on sait bien que la qualité écologique des écosystèmes, elle va être liée à leur vulnérabilité intrinsèque. Et cette vulnérabilité, elle va dépendre de différents processus, différents facteurs, dont les usages qu'il y a des écosystèmes qui vont augmenter ou diminuer la vulnérabilité de ces systèmes, dont les activités sur le bassin versant, ça c'est quelque chose qui est admis par tous, et puis dont les caractéristiques des écosystèmes. Frédéric Pitois ce matin on a parlé, la taille des écosystèmes, les petits écosystèmes sont plus sensibles que les grands en général, des choses comme ça. Et puis ce qui a été aussi mis en évidence récemment et signalé ce matin, c'est que les changements climatiques sont désormais un processus important dans la qualité des écosystèmes. Et ça, effectivement, comme ça a été dit ce matin, il va falloir faire avec, il va falloir composer avec ces changements climatiques, on n'y peut rien. Ce qu'on oublie aussi, c'est que tout ça, ça va dépendre aussi de politiques publiques, de décisions. Alors les politiques publiques qui vont définir les activités sur le bassin versant, qui vont autoriser du foncier sur ces bassins versants, ce genre de choses, donc qui auront un impact forcément sur la qualité des écosystèmes. Et puis ça dépend aussi de la gouvernance de chacun de ces systèmes.
et qui va définir, là encore, les usages, les activités, etc. Et tout ça, donc, va jouer sur la qualité écologique. Et puis, on voit que quand on a un schéma comme ça, on se dit, mais finalement, il y a des choses qui ne sont pas vraiment prises en compte jusqu'à maintenant dans la gestion et qui pourtant sont très importantes. Et c'est notamment le fait qu'on oublie trop souvent qu'il y a une relation entre les usages des écosystèmes et les caractéristiques des écosystèmes, à savoir qu'on veut mettre n'importe quel usage dans n'importe quel écosystème, alors qu'on devrait tenir compte forcément des caractéristiques intrinsèques de ces systèmes. Et puis qu'on oublie aussi que il n'y a pas vraiment de relation directe entre les usages des écosystèmes et la qualité écologique des écosystèmes. On veut, là encore, faire des usages dans des systèmes dont la qualité intrinsèque ne permet pas de soutenir ces usages. Et on voit que la question qui est un peu commune à ça, c'est le problème des multi-usages, puisque généralement, on veut faire beaucoup de choses à la fois sur un même écosystème, avec des usages qui rentrent en conflit et qui vont impacter la qualité de ces systèmes. Alors, si on en revient à l'exemple de la base de loisirs de Champs-sur-Marne, je ne parle pas de la discussion, mais si on regarde les origines du problème, on a un lac de petite taille, avec un taux de renouvellement de l'eau qui est assez limité, et on a des très fortes concentrations d'oiseaux, mais quand je dis très fortes, c'est vraiment très fort. Vous avez des bandes d'oiseaux, de trucs comme ça, là, sur la flotte. Et on pense que, en fait, ces oiseaux, enfin, c'est pas qu'on pense, c'est qu'il y a eu des estimations de fait, sont sans doute à l'origine de l'eutrophisation de l'écosystème qui était alimenté par la nappe. Et donc, on en vient à la question, est-ce qu'il va falloir faire un choix entre la fonction de zone naturelle pour ce plan d'eau et les usages récréatifs, et comment il va falloir concilier ça? Alors, quand je dis les usages récréatifs, c'est peut-être juste la baignade, parce que on peut avoir des cyanos et faire du bateau, hein. Faut pas non plus être trop dramatique par rapport aux cyanos et à leurs toxines, hein. Il n'y a pas lieu de dramatiser. Il faut en avoir conscience, il faut prendre en compte, mais il ne faut pas dramatiser. Alors, dans ce cadre de réflexion un peu générale, on a eu un programme qui a été financé, qui était intéressant, où on a travaillé avec des sociologues notamment, et des usagers sur la gestion des usages dans les petits plans d'eau périurbains de l'Île-de-France. Et on en était arrivé à proposer un modèle qui nous semblait intéressant pour cette gestion-là. Alors actuellement, ce qu'on a, c'est que on imagine un territoire avec 5 plans d'eau dans ce territoire. Et puis ce qu'on sait, c'est que chaque plan d'eau est géré par un ou plusieurs gestionnaires qui sont différents d'un plan d'eau à l'autre. Alors en Île-de-France, le paradoxe, c'est que certains plans d'eau sont gérés par aucun gestionnaire, hein, on les cherche toujours, et puis d'autres, on en a 3 ou 4 qui vont avoir parfois des actions contradictoires parce que chacun gérant par rapport à l'usage qui l'intéresse. Mais ça, c'est la réalité. Et finalement, on voit que les usages, ils sont définis par ces gestionnaires et par la demande des usagers, hein, il faut le dire aussi. Et on va se retrouver avec des usages comme une zone naturelle et la baignade. Et je vous ai montré avant que ça pouvait être des usages contradictoires, ou essayer de faire de la pêche et de la baignade, qui là encore souvent vont être des usages qui rentrent en contradiction. Et la réflexion qu'on a eue, et au début où on l'a présenté aux gestionnaires, ils n'étaient pas franchement enthousiastes, et puis progressivement ça a pas mal fonctionné, c'est de se dire il faut avoir une gestion territoriale de ces plans d'eau, donc avec un gestionnaire qui gère l'ensemble des plans d'eau, et il faut organiser les usages en fonction de la qualité des écosystèmes, en fonction donc de leur état écologique, de la compatibilité des usages entre eux, des demandes des usagers et des attentes aussi des gestionnaires. Et il faut essayer d'avoir cette gestion territoriale, quitte à enlever, par exemple, l'usage piscine, l'usage baignade du plan d'eau qui était là parce que visiblement c'est incompatible, il est de petite taille, il y a beaucoup de pêche, c'est un endroit intéressant pour la pêche, et donc on va enlever l'usage baignade plutôt que de vouloir s'acharner à traiter le plan d'eau pour qu'il puisse être compatible à la baignade. En enlevant les poissons, mais à ce moment-là, l'usage pêche disparaît, vous comprenez bien. Et puis, quitte à dire aussi, à certains endroits, vaut mieux mettre une piscine que de vouloir absolument faire de la baignade dans votre plan d'eau et de vouloir le forcer à cet usage-là. Donc ça, c'est une idée qui est en maturation, qui est en discussion avec eux, et on espère pouvoir poursuivre un peu concrètement sur un territoire ce mode de gestion-là. On voudrait bien l'expérimenter, on est à la recherche de financement là-dessus, et pour le moment, on n'a pas encore réussi à décider une collectivité à nous supporter, mais on ne désespère pas d'y arriver. Donc, juste pour terminer mon exposé, donc le premier message, c'est que je pense que les urgences et les enjeux
par rapport à la gestion des plans d'eau, par rapport à l'eutrophisation et par rapport aux cyanobactéries, sont beaucoup trop grands pour croire qu'on pourra s'attaquer durablement à cette question, aux questions qu'on a posées ce matin, en continuant de rechercher des solutions à court terme, pour toutes les raisons que je vous ai dites avant, c'est-à-dire qu'elles sont coûteuses, rarement efficaces, et souvent, presque toujours, néfastes pour l'environnement. Et ça, je pense que c'est un message. Vous voyez qu'il y a des débats dans la communauté scientifique. Clairement, le groupe de travail qui est eu dans l'action COST sur les méthodes de remédiation et tout, moi j'ai refusé d'y participer parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'usage ou non de ces solutions-là. Donc il y a un débat, je ne dis pas que c'est nous qui avons raison, mais ce débat-là existe et il faut le savoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut poursuivre les travaux sur ces nouvelles approches de gestion des écosystèmes aquatiques. Et il faut surtout le faire en associant, et ça c'est vraiment très important, les gestionnaires et les usagers aux scientifiques de l'environnement, mais aussi aux scientifiques des sciences sociales, parce qu'il ne faut pas croire que nous, scientifiques de l'environnement, on est forcément capable, qu'on est capable de répondre à ces questions de société et d'appréhender correctement ces questions de société. Et ça, on l'a vu dans le travail qu'on a fait sur les plans d'eau urbains et périurbains, où on a eu un peu de mal au début à dialoguer avec nos collègues des sociologues et autres, et où après, une fois qu'on a mis un vocabulaire commun, qu'on a réussi à définir un vocabulaire commun, ça s'est révélé extrêmement riche et extrêmement intéressant. Alors, vous voyez que j'ai mis aussi usager, c'est bien que tout à l'heure, il y a eu une intervention qui a été faite par quelqu'un dans la salle là-dessus. On a tendance à un peu oublier les usagers dans ces questions de gestion des écosystèmes. Et c'est pourtant très intéressant. Vous voyez, sur les plans d'eau d'Île-de-France, quand on a essayé de comparer quelle était la perception de la qualité de l'eau, on a demandé à des usagers, aux gestionnaires, aux scientifiques, quels critères ils retenaient pour la qualité de l'eau. Et on s'est aperçu que finalement, entre gestionnaires et scientifiques, on était assez raccord, à la marge. Il y avait des petites différences, mais on voit bien que les communautés communiquent, que tout ça, ça percole, et finalement, on est rapidement d'accord. Par contre, on s'est rendu compte que les usagers, ils avaient une vision, mais alors complètement différente de la qualité de l'eau de celle que vous pouvez avoir. Et par exemple, nous, en interrogeant les gens autour du lac de Créteil, le principal critère de qualité de l'eau, c'est le nombre de papiers gras autour du lac. Alors bon, ça peut faire sourire et on peut se dire, mais non, ils n'ont rien compris, mais si, parce que ça dépend aussi de leur usage du lac, qui est un usage récréatif de se promener autour du lac. Et puis, c'est aussi intégrer cette vision du périphérique proche, de ne pas avoir l'œil que collé sur la flotte, mais de regarder juste à côté de la flotte ce qu'il y a. Et ça, c'est des choses que nous, on n'avait pas forcément perçues au départ, et on se rend compte qu'en faisant ce genre d'approche, on peut percevoir ça, et on doit intégrer ce genre de critères quelque part dans nos indicateurs. Alors, deux dernières choses, donc nécessaire de mettre en place. Alors, c'est vrai que les petits écosystèmes aquatiques, vous savez qu'ils sont sous les radars de la DCE, et quand il n'y a pas d'eau potable ou même de baignade, en général, ils font l'objet d'aucun suivi, et c'est quand on commence à se dire on pourrait les utiliser, qu'on s'aperçoit qu'on n'a aucune idée de leur qualité, de leur fonctionnement, de leur trajectoire, est-ce qu'ils sont sur une dégradation, une amélioration, et donc il faudrait vraiment mettre en place des suivis, pas forcément, je dis pas d'y aller 10 fois par an, etc., mais avoir une base de référence pour tous ces petits écosystèmes négligés qui rendent pourtant des services écosystémiques vraiment importants, que ce soit en termes de biodiversité ou pour l'homme, que ce soit en termes d'usage récréatif ou de régulation du climat ou de corridors bleus ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, dernière chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'on doit s'intéresser au développement de nouveaux indicateurs, sortir un peu peut-être de nos indicateurs trop scientifiques et intégrer ce que je disais précédemment aussi, la vision, les indicateurs que les usagers, eux, ont aussi de ces plans d'eau-là, pour avoir des outils d'aide à la décision qui soient un peu plus généralistes que ceux que l'on a actuellement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ah non, mais c'est une chose importante et la première fois on en a parlé aux gestionnaires, leur premier argument en disant non, ce sera pas possible, c'est qu'ils nous disaient nos tutelles, notre maire, il voudra pas qu'on ait plus de baignade sur notre plan d'eau. Et voilà quoi. Donc,
Alors ça, c'était le premier argument. Et le deuxième argument, c'était de se dire, mais on va devoir, ça va multiplier les déplacements, parce que si vous avez plus de baignade partout, eh bien les gens se déplaceront pour aller à la baignade. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, et peut-être que dans l'organisation territoriale des usages, enfin c'est pas peut-être, ce sera certainement très important de tenir compte de cette notion de déplacement, mais je pense qu'aussi il y a des choix quelque part qu'il faudra faire et qu'il faudra assumer aussi, quoi. Mais un des usages qu'on ne voit pas beaucoup là, c'est quand même l'alimentation en eau potable. Oui, alors parce que il se trouve que sur les plans d'eau de la région parisienne, on n'a pas d'alimentation en eau potable de Mais ces chez nous, c'est un des soucis. Mais voilà. Mais je pense qu'on pourrait construire un schéma comme ça en rajoutant l'alimentation en eau potable et en faisant en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas et par exemple, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'activité de pêche à des poissons comme la brème ou la carpe dans des plans d'eau qui sont utilisés pour l'eau potable ou des choses. Mais je veux pas focaliser que sur la pêche, hein. Il y a bien d'autres usages qui sont incompatibles avec l'eau potable. Juste pour nuancer un peu, mais ça a été dit, mais là c'est vrai que c'est des usages de loisirs sur lesquels on peut avoir une gestion peut-être plus souple. En ce qui concerne l'eau potable, alors je vais parler de la Bretagne, je pense pas qu'on ait suffisamment de marge, par exemple, je suis même sûr qu'on n'a pas suffisamment de marge pour pouvoir se dire que on va abandonner cet usage-là au profit d'un autre usage. Alors, j'aurais peut-être dû le redire, mais derrière tout ça, il y a quand même tout ce que j'ai dit au départ, à savoir que le contrôle des nutriments dans les écosystèmes est quand même la chose primordiale, quoi. C'est-à-dire que en Bretagne, peut-être que vous ne pourrez pas réorganiser les usages d'eau potable, etc. Mais à ce moment-là, on en revient à la question que j'ai posée au départ, c'est-à-dire pourquoi l'état écologique, l'état trophique du lac se dégrade, et il se dégrade parce que vous avez des entrées de phosphore. Et la question, elle revient à ça. Et juste pour préciser, c'est quand même les retenues eau potable. Alors, ils sont multi-usages les 3/4 du temps, ne serait-ce que parce que les barrages font du soutien d'étiage. Et il y a au moins ces deux problématiques-là qui sont d'ailleurs contradictoires parfois, ou gèrent les crues aussi. Voilà. Donc on a quand même des multi-usages. Ça rejoint un petit peu votre. C'est pas trivial. Hein, je suis complètement d'accord. C'est loin d'être trivial, et sans doute que. Enfin, je suis pas sûr. Voilà. Là, on est sur un exemple très simplifié, hein, donc je suis complètement d'accord avec ça que c'est loin d'être trivial, mais je pense quand même que on peut avoir cette réflexion territoriale qui nous aide dans la gestion. Et encore une fois, je le redis, tout ça, ça passe quand même par le contrôle de la qualité de l'eau à l'entrée. Juste pour compléter, Antoine, il me semble qu'on a quand même renoncé sur certaines ressources. Il me semble que le barrage de la Cantache a été prévu avec une prise d'eau pour pouvoir alimenter directement une usine d'eau potable, et ça n'a jamais vu le jour, essentiellement pour des problèmes de qualité de l'eau. Donc on avait quand même prévu des choses, et collectivement on a su renoncer. Et j'avais juste une autre question. Je pense qu'il y a un élément important aussi dans cette gestion des usages et de multi-usages, c'est l'élément taille. Pour avoir travaillé sur le Bourget, qui est un grand lac, hein, plus de 20 km de long, 5 de large, vous pouvez avoir une territorialisation des usages dans ces lacs de grande taille. Et dans la zone d'eau potable, vous n'allez pas installer une baignade, vous n'allez pas installer ce genre de truc. Et donc ça, c'est une autre solution aussi, pour des lacs de grande taille, d'avoir cette territorialisation des usages. Le problème, ce sont les lacs de petite taille sur lesquels on veut faire ces multi-usages, dont l'eau potable. Et là, on ne peut pas territorialiser les usages. Et je voulais juste attirer votre attention sur votre présentation, où il faut surtout pas oublier de mettre en avant l'aspect régime, effectivement, de l'enrichissement des retenues, parce qu'il y a certains élus qui n'attendent que votre présentation pour dire bon allez, maintenant on passe aux choses sérieuses, on s'occupe de l'eau potable et on arrête de s'enquiquiner avec tout ce qui est écolo, zoo, phyto, etc. Donc soyez très prudents dans ce type de présentation quand même. Je pense on n'a jamais eu ce problème-là jusqu'à maintenant, hein, parce que il y a tout ce qui est dit quand même avant, hein, c'est-à-dire que la qualité de l'eau, et notamment la qualité de l'eau pour l'eau potable, va dépendre de l'état trophique du système, qui lui-même va dépendre
de ce qu'on y met, quoi. Certains élus souhaiteraient qu'on mette en place des lagunes à l'entrée des retenues de façon à ce qu'on puisse produire, avoir une production agricole je suis digne pas de ce nom forcément, ouais. en amont des retenues. Ouais. Je suis pas forcément contre le fait qu'on puisse créer des zones humides ou des lagunes pour filtrer. Je préfère de loin ça à l'application d'algicides ou de peroxyde d'oxygène ou de ce que vous voulez. À la limite, je préférerais qu'on mette une zone naturelle en amont. Et ça effectivement, il y a des endroits où ça fonctionne très bien. Il y a pas de Pour moi, il n'y a pas d'opposition de principe sur ce genre de truc. Au contraire, je trouve qu'on est dans une démarche qui est plutôt une démarche écologique. Alors, faut pas se faire d'illusions, hein. La lagune, si vous faites rien sur ce qui se passe dans le bassin versant, elle va fonctionner jusqu'à un certain moment, puis au bout d'un moment, ça passera à travers. Mais je pense que ça peut être un outil complémentaire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des espoirs sur le phosphore, hein. On l'a vu. On l'a vu à l'échelle européenne, on le voit à l'échelle française. Mais on est encore loin du compte, quoi. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas se contenter de ce qu'on a actuellement. On est très très loin du compte, quoi. Oui, mais le stock, c'est ce qui va retarder, les effets de l'arrêt du phosphore. C'est-à-dire que si vous arrêtez de mettre du phosphore dans votre lac, il va rester eutrophe pendant un certain temps, et ce certain temps, il va dépendre du stock. Mais au bout d'un moment, si rien ne rentre, il finira parce qu'il y a de l'exportation, hein, il y a de l'eau qui repart, etc. Le stock va finir par se fixer, par être évacué, et vous regagnerez de la qualité. Donc le stock, pour moi, ça sert à rien de s'attaquer au stock si on s'attaque pas aux intrants. Ça, je trouve ça complètement, c'est prendre le problème à l'inverse de ce qu'on doit faire, quoi. Le stock, on s'y attaque une fois qu'on a réglé le problème des intrants. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on reconstitue en permanence un stock, quoi. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire.